Donc 1980, c'est la nouvelle histoire de Bécourt. Pourquoi le comité directeur, dans sa grande sagesse, car nous savons qu'il a une grande sagesse, a acheté ce hameau? Vous n'êtes pas sans savoir que depuis les éclaireurs de France, le maximum éclaireuses éclaireurs de France, ne nous trompons pas, le maximum de l'effectif et tout ça s'est déroulé, disons, dans l'après 1945, après la guerre. C'était là où l'association a eu le maximum d'adhérents. Puis, au cours du temps, bon, vous savez qu'après 1945, il y a eu la guerre d'Algérie. Donc on avait, après la guerre, vers la fin de la guerre d'Algérie, il y a le grand Charles, le général de Gaulle, qui est arrivé et qui a installé la Ve République. Vers là, il a fait fonctionner la France. Enfin, les Français l'ont élu pour qu'il fasse fonctionner la France. Mais en 1968, il y a eu une révolte de la jeunesse parce que les générations adultes précédentes avaient beaucoup souffert puisqu'il y a eu la guerre de 40. Puis ensuite, il y a eu l'Algérie où tous les jeunes hommes ont participé à ce qu'on a appelé les événements d'Algérie, c'est-à-dire la lutte d'indépendance des Algériens pour se libérer, et nous qui étions les colonisateurs, nous Français qui étions les colonisateurs. Donc il y a eu une autre souffrance importante qui a été cette guerre d'Algérie. Les gens sont revenus souvent assez cassés de cette guerre et tout ça. Donc ces générations-là ont continué sur ce qui avait été fait depuis 1945. C'est-à-dire la reconstruction de la France. La reconstruction de la France, ça a consisté aussi, pour les mouvements de jeunes et tout ça, à construire des structures qui étaient en quelque sorte des colonies et tout ça, parce qu'il fallait donner des vacances aux enfants, il fallait occuper les enfants, etc., parce que les parents étaient au boulot. Donc il y a eu pendant longtemps, et nous, Mouvement éclaireurs de France, on a participé à ça, à la construction de centres. C'était une période où dans les groupes locaux et tout ça, on construisait des locaux, où on rachetait les locaux qu'on aménageait, etc. Et bon, toujours pareil, dans un groupe local, on tirait un peu le diable par la queue, ou dans les départements, il y avait souvent des départements où il y avait plusieurs groupes éclaireurs et tout, parce qu'à ce moment-là, l'association était forte. Donc un peu partout, l'idée a été de créer des centres qui étaient sur le modèle de colonies de vacances, c'est-à-dire un tout petit peu comme des lycées, quoi, des dortoirs de lycée, mais à la campagne. Donc des grosses structures, en se disant, ben, ça va être simple, on va, comme l'association était proche de l'école laïque, on va accueillir des classes vertes, on va accueillir des séjours extérieurs, et nous, on profitera pendant les vacances de ces établissements pour faire des activités clés. Sauf que pour pouvoir accueillir de l'extérieur, des gens extérieurs, des classes vertes et tout ça, il fallait faire des centres très bien aménagés, super aménagés, etc. Il fallait que ça soit aux normes, il fallait tout ça. Et ça ne correspondait pas forcément à ce que nous sommes, nous les éclés, bien bordéliques, bien bricolos, etc., etc. Donc petit à petit, les jeunes dans les groupes et tout ça trouvaient que ces locaux n'étaient pas très adaptés à ce qu'ils avaient envie de faire. À un moment où en 68, la jeunesse s'est révoltée. Pourquoi? Parce que eux, à ce moment-là, il n'y avait plus de guerre, il n'y avait plus de situation, il n'y avait plus la situation qu'avaient vécue donc les générations précédentes, et où économiquement la France, ça y est, s'était redressée après la guerre, et où il commençait à y avoir une certaine aisance dans les familles et tout ça. Donc on commençait à avoir un peu plus d'argent, on commençait... Et par contre, on avait un pouvoir qui était complètement sclérosé, avec un poids d'une morale d'une morale catholique assez fermée. Les lycées, bon, vous ne pouvez pas imaginer les jeunes que nous, quand on était
quand on avait votre âge et tout ça, on a passé toute notre enfance dans des... Il n'y avait que des garçons dans les écoles, où il n'y avait que des filles, etc., etc. Et les rapports étaient assez compliqués. Donc en 68, tout ça, il y a une espèce de révolte de la jeunesse. Devant cette ambiance qui était lourde, qui était rigide, etc. Et bon, ça s'est mis à tout éclater. Évidemment, les éclaireurs de France, nous, qu'est-ce qu'on était? On est un mouvement de jeunes, donc fatalement, ça a eu des réactions. Et ça a fait que il y a eu de grosses discussions, et plus que des discussions, ça a bagarré, etc., etc., dans notre association. Il y a eu, disons, une querelle des anciens et des modernes, en quelque sorte. Bon, les anciens, c'était des bons scouts, comme on a l'habitude de voir certaines associations, avec des beaux uniformes, avec beaucoup de breloques partout. Et puis, bon, les modernes, eux, ils avaient tendance à foutre tout ça en l'air, dire, bon, on est éclair, on veut bien porter un foulard, mais tout ça, ça nous agace, on veut fonctionner de manière différente. Les hiérarchies qui sont en place ne nous plaisent plus, etc., etc. Donc il y avait un bouillonnement. Et ce bouillonnement, il n'y avait pas que chez nous, mais chez nous, en tant que mouvement de jeunes, il est évident qu'il était tellement important qu'il y avait des tendances à l'association qui bagarraient les congrès, les réunions, les assemblées générales. C'était des bagarres phénoménales. Et avant de se stabiliser, il a fallu pratiquement 10 ans pour que un certain calme s'installe dans l'association. Mais ce n'était pas tout à fait terminé. Alors l'idée d'acheter Bécourt, il y en avait deux. C'est l'idée de faire un lieu qui durerait longtemps et également de faire des rassemblements comme l'association a toujours fait. De temps en temps, il faut se rappeler qu'on est dans une association. Parce que dans le groupe local, on a ses copains et on s'imagine que les éclairs, finalement, c'est notre groupe. C'est notre groupe et tout. Donc l'association a besoin périodiquement de faire un grand rassemblement pour rappeler à tout le monde qu'on est tous pareils et que finalement, qu'on soit, je sais pas, à Brest ou à Marseille, on fait des éclairs et que finalement, c'est la même chose. Donc, dans l'après 68, il y avait aussi une idée de retour à la terre, de partir élever des chèvres ou de trucs de ce genre. Pourquoi? Parce qu'on en avait marre de la société cadenassée, donc, qui était avant, et donc les idées partaient de partout. Donc dans cette mouvance générale de la société française, bon, il y avait l'idée, donc le comité directeur a eu l'idée de dire, si on achetait un hameau à reconstruire, ça serait super sympa, ça permettrait de regrouper des gens sur un projet, au lieu de les avoir dans des assemblées générales, des congrès, tout ça, se foutre sur la gueule pour des questions idéologiques. On les rassemble sur un projet commun, qui est du faire ensemble, et donc peut-être qu'on s'apercevra que finalement on n'est pas si éloignés les uns des autres, et qu'on va pouvoir se retrouver sur des points, et qu'on va pouvoir aussi s'apercevoir que les différences sont peut-être pas celles-là. Peut-être que des groupes traditionnalistes font du bon boulot, peut-être que des groupes qui essaient de découvrir un nouveau scoutisme font des trucs bien, et peut-être que de chacun de ces deux groupes, il y a aussi des branleurs des deux côtés. Donc, et là, en étant sur le terrain, les définitions seront peut-être autres. On s'apercevra que des gens vont parler entre eux alors que idéologiquement ils sont un peu éloignés, mais en faisant ensemble, en construisant ensemble, ils vont apprendre à se découvrir et on arrivera à relier cette association qui est en ébullition. Donc, le comité directeur décide de trouver un truc. Alors, il cherche en France. Bon, l'idée, c'était de chercher soit en Provence, plutôt dans le sud, en Provence, etc., etc. Mais bon, à cette époque-là, déjà, un hameau entier, ça n'existait plus trop. Et puis, un membre du comité directeur de la région parisienne, du groupe de Sartrouville, lisant un quotidien qui existait à l'époque, Socialisant, qui
qui existait à l'époque, qui s'appelait Le Matin de Paris, a trouvé une annonce déposée par un notaire de Millau qui disait hameau abandonné dans l'Aveyron, etc., etc. Donc ils ont envoyé dans l'hiver 79-80 l'équipe nationale et donc le comité directeur ont envoyé des émissaires sur place pour regarder si... Et ces émissaires ont pris la décision assez rapidement de faire l'achat de Bécourt. Donc ces émissaires, il y avait Claire Mollet qui était une ancienne déléguée générale. Il y avait Bernard Machu que vous avez quelque part par là, lui il est là-bas. Et vous aviez donc le mari de Claire Mollet qui était architecte et donc on avait pris comme représentant technique. Évidemment, le notaire, lui, il a fait son boulot, c'est-à-dire qu'il a dit « Oh là là, les gars, vous arrivez maintenant, mais vous savez, j'ai un monde de fou sur ce hameau. » Ça faisait 5 ans qu'il était en vente. Il y a un monde de fou, pressez-vous, parce que là, je suis prêt à signer avec des personnes qui sont très, très intéressées. Il a dit « Il me faut la signature tout de suite. » Donc, Claire Mollet a sorti son carnet de chèques et a fait un chèque en bois, puisqu'elle n'avait rien sur son compte, pour faire un acompte, pour que la transaction soit le temps d'en discuter à l'échelon national et de prendre la décision. Et elle a appelé Roland Daval, que vous avez quelque part ici peut-être, qui était secrétaire général des éclaireurs de France, et il a dit « Bon, ben, approvisionne mon compte, parce que je viens de faire un acompte. » Et voilà comment ça s'est passé au démarrage. Donc ensuite, à plusieurs, ils sont venus voir. Et ils ont dit, tiens, on vient d'acheter ce truc-là et tout ça. Maintenant, on va regarder si les autochtones, qu'est-ce qu'il y a comme groupe d'autochtones dans le coin. Donc ils sont arrivés à Millau et ils nous ont dit, voilà, on vient d'acheter un hameau, pas loin et tout. On leur a dit, dites donc les gars, ça aurait été sympa de nous en parler avant. Vous vous foutez de notre gueule, vous avez un groupe local qui est sur place, vous débarquez de Paris, vous achetez un truc et maintenant vous venez nous dire, venez faire les concierges. On n'était pas très contents et on le leur a dit, bon, on le leur a dit un peu fort. Et à la suite de ça, bon, ils ont fait amende honorable, ils ont dit oui, excusez-nous, on aurait dû, patati patata. Et comme finalement on a un bon fond, on a accepté de participer très rapidement à cette opération. Donc je passe sur les autres détails, ça c'était pour vous mettre le cadre de cette époque-là. Sachant qu'au démarrage, l'opération Bécourt, elle n'a pas fait l'unanimité dans l'association, loin de là. C'est-à-dire, on a dit que c'était plutôt les modernes, ce que j'ai appelé les modernes, qui étaient au pouvoir à ce moment-là, qui ont fait cette opération. Mais les anciens, ceux qui avaient bâti toutes les grosses structures HLM, là, de centres de vacances HLM, ils trouvaient que c'était un scandale, parce que là, j'étais un village en ruine. Ça allait coûter les yeux de la tête de l'association. Yvon Bastide, que vous voyez avec le bras levé là, en train de parler, qui était au comité directeur à l'époque, a dit « mais il n'y a même pas d'eau, vous allez être obligé de faire venir l'eau sur des chameaux, des chameaux dans des casseroles en or, vous allez ruiner l'association, etc., etc. » Donc il y a eu beaucoup de contestations, en particulier dans la région de Midi-Pyrénées, qui était une région assez traditionnelle. Et vous en trouvez partout des gens de Midi-Pyrénées, là, de Castres, de tout ça, qui nous ont pourri la vie au démarrage. Et bien maintenant, leurs enfants sont ici. Hein? Donc voilà un peu comment ça s'est passé à cette époque-là. Mais petit à petit, nous, dans notre tête, ceux qui ont géré Bécourt et ceux qui ont suivi, et le comité directeur et l'équipe nationale de l'époque, on avait en tête l'idée de dire, eh bien, ces gars-là, Bécourt, on le fait pour les groupes d'associations. Et qu'ils soient traditionnalistes, pas traditionnalistes et tout ça, nous ici, on accueille tout le monde. On accueille tout le monde et on essaie de faire travailler tout le monde ensemble. Donc petit à petit, on a ramé.
Et on a essayé de ramener le plus de monde possible. Bon, il y a toujours des irréductibles qui sont contre tout. Et il suffit que le siège national dise blanc pour que certains disent tout de suite noir. Donc cela, on ne pouvait rien y faire. Mais on pouvait quand même, on rencontrait des fois leurs jeunes responsables, on disait mais tu pourrais peut-être venir, etc., etc. Donc globalement, on est arrivé à regagner beaucoup de monde dans l'association. Et donc, actuellement, Bécourt est accepté à peu près par tout le monde dans l'association, sauf bien entendu quelques irréductibles. Voilà, ça c'est pour vous planter le cadre. Alors, je parle, j'explique, mais si vous avez des questions à poser, vous m'interrompez. C'est pas un cours magistral. Hein. Il y a eu, on nous avait dit que ça avait coûté 1 euro, que ça avait été acheté 1 euro. C'est faux. L'euro n'existe pas. Enfin, un franc. Non, c'est faux. Alors, on a entendu beaucoup de bêtises. C'est-à-dire, disons, ceux qui étaient contre, on fait courir aussi pas mal de bruit. Il y en a qui ont dit qu'on l'avait acheté à Claire au Mollet, qu'elle s'était débarrassée d'un truc qu'elle avait et qu'elle nous l'avait vendu. On a entendu des trucs complètement dingues. Parce que, dans la bagarre, il y avait certains qui utilisaient des arguments assez dégueulasses. Mais c'est pas vrai. Bon, Bécourt, à l'époque, ça a été acheté autour de... c'est en francs, comment dire pour aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui on disait 50 000 euros. C'est-à-dire l'achat s'est fait en plusieurs parties, donc les terrains ont été achetés à un, le village a été acheté à l'autre, et puis c'était pas tellement le prix d'achat le problème, c'était qu'après il fallait reconstruire, et donc ce qui allait coûter cher c'était la suite, c'était pas tellement l'achat. À ce moment-là, l'association se portait quand même suffisamment bien pour pouvoir se permettre de faire cet achat. Ouais, c'était beaucoup pour des ruines. Voilà. C'était beaucoup pour des terrains qui étaient inutilisés et c'est la rocaille où il y avait peu d'arbres. Voilà. Mais bon, c'était pas scandaleux non plus. Voilà, alors on va continuer, on va avancer vers là-bas. Donc voilà quelques images qui ont été prises au moment où cette première équipe est venue prendre des photos sur Bécourt. C'est à peu près là. Alors je ne sais pas si c'est la toute première équipe ou si c'est une équipe suivante qui a pris ces quelques photos que j'ai retrouvées pour faire ces panneaux. Donc vous voyez l'état du hameau, vous l'avez en face. Bon, comme j'ai dit à vos prédécesseurs, on avait envie pour le 40e anniversaire d'abattre l'arbre pour que vous puissiez mieux voir les différences. Mais bon, on a eu un problème de tronçonneuse et on n'a pas pu le faire. Ah, dommage. Vous voyez que c'était vraiment en très mauvais état et il fallait vraiment être assez fou pour, maintenant on peut le dire, c'était une connerie. Parce que c'était vraiment dans un état déplorable. Et l'ancien propriétaire qui voulait en faire un village de vacances avait renoncé devant l'ampleur des travaux. Alors il se trouve que dans le groupe de Millau, dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'avais quelqu'un qui avait été mon chef de patrouille, puis mon responsable d'unité, et avec qui j'étais toujours en relation, et à qui j'ai dit, tu sais pas, le siège national vient d'acheter un hameau, et il me dit comment il s'appelle, je lui dis, eh ben, Bécourt. Il me dit, oh les cons. Et je le connais, c'est épouvantable, j'ai déjà regardé et tout. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que ce serait lui qui le reconstruirait. Donc vous l'avez certainement rencontré, il vient de partir, mais ceux qui étaient là hier et avant-hier, le grand monsieur un peu long et un peu voûté avec des cheveux longs, Marc Dombre, qui avait l'avantage d'être un responsable EDF, c'est-à-dire d'avoir fait beaucoup d'animations et d'avoir été dans les groupes locaux, le groupe local de Millau et également sur tout le département de l'Aveyron où à l'époque on avait 4 gros groupes. Et donc c'était vraiment un éclé qui était éclé depuis qu'il était petit, il avait commencé Louveteau.
et qui avait l'avantage d'avoir de la technique, de connaître, parce que dans l'après 68, il y a beaucoup de jeunes qui se sont dirigés, disons, vers des travaux manuels, parce qu'à ce moment-là, il y avait une idéologie politique qui les portait à le faire, c'est-à-dire il fallait aller vers les manuels pour leur expliquer, pour travailler avec eux, pour comprendre la classe ouvrière. Donc il avait suivi ce chemin, et donc il était allé à Montpellier travailler dans des entreprises de travaux publics après quelques années de faculté. Donc il a commencé comme ça, donc à construire des immeubles pas terribles, puis il s'est dirigé davantage vers ce qui lui correspondait le mieux, c'est-à-dire des travaux de restauration. Donc quand il est arrivé à ce moment-là, il connaissait déjà tout ce genre de trucs, et pendant 8 ans, il a dirigé et fait en grande partie par lui-même une bonne partie de la restauration du hameau de Bécourt. Parce qu'il faut savoir qu'au démarrage, on s'est débrouillé par nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de choses illégales. Par exemple, on a reconstruit pendant 4-5 ans le hameau sans avoir le moindre permis de construire, le moindre certificat d'urbanisme, etc., etc. Et il se trouve que toutes les autorités, préfets en tête, croyaient qu'évidemment on l'avait eu et donc venaient visiter Bécourt et ne savaient pas que tout ce qu'on était en train de faire était à peu près illégal. Donc Marc, à la fois, a assumé la reconstruction technique du hameau et en même temps, il a été président du comité de gestion et d'animation de Bécourt. Donc il cumulait les deux casquettes. Voilà. Donc là, on va s'avancer vers l'intérieur. On va avancer, il y a toute une série de panneaux. Chaque fois que vous allez passer devant une maison, vous allez avoir la maison et le panneau qui correspond, la photo de l'époque. Mettez-vous autour d'Alexis là, parce que bon, la technique prime, vous savez ce que c'est. Désolé. C'est pour la postérité. Quand vous reviendrez le 50e anniversaire, on vous projettera le film d'Alexis. Donc quand je vous disais que le hameau était un hameau en ruine et tout ça, on peut estimer que les dernières familles qui ont quitté Bécourt l'ont fait dans les années 30. L'exode rural était la cause évidemment de la ruine de ce hameau, parce qu'il faut savoir que, grosso modo, ça a commencé après la guerre de 14, c'est-à-dire vous regardez les monuments aux morts dans vos communes et vous verrez le nombre de morts de la guerre de 14. À côté 45 ou la guerre d'Algérie, c'est de la rigolade. Vous avez sur les monuments aux morts, vous avez 2 morts sur la guerre d'Algérie, vous en avez 20 sur la guerre de 40, et par contre vous avez des listes interminables sur la guerre de 14. Ce qui veut dire que la population masculine, la jeunesse masculine à ce moment-là, a pris un coup terrible, quoi. Il y a eu énormément de morts. Donc souvent des femmes sont restées toutes seules sur des exploitations et tout ça, donc elles ne sont pas arrivées à maintenir à toutes seules l'exploitation, donc elles ont quitté les hameaux, elles sont parties parce que la vie était trop difficile. Donc ça a commencé à ce moment-là, la baisse, mais c'est partout, hein, ça c'est dans la France entière, l'exode rural a commencé à peu près à ce moment-là. Et donc ici, les dernières familles sont parties autour de 1935. Hein? Et là, je vous ai reconstitué le dernier habitant de Bécourt que nous avons connu, donc, qui s'appelait Florou de son nom de famille. Ce monsieur, à cette époque-là, était à la maison de retraite qui est en haut. Vous avez vu, c'était marqué Hôpital Fenaille, c'est quand vous êtes passé tout à fait sur le plateau. Et il est né à Bécourt, dans une maison qui se trouvait face à la maison Hamad, là où vous êtes peut-être allé au ciné-club. Il y avait une maison qui était juste en face, qui était en ruine déjà quand on est arrivé, il ne restait plus qu'une ruine, et qui est la maison natale de ce monsieur. Alors ce monsieur, lui, il a eu une jeunesse troublée, parce que quand il est arrivé à 18 ans, à cette époque-là, les médecins militaires, tous les jeunes devaient faire leur service militaire,
Et il est descendu, et c'était le médecin militaire qui se déplaçait. Donc il se déplaçait à la mairie de Verrières, Verrières, c'est le village qui est en dessous, et sur la commune de laquelle Bécourt se trouve. Et donc il est descendu, alors le médecin militaire, il faisait une ni deux, ils alignaient tous les jeunes, ils leur disaient tous à poil. Et ensuite, il les passait un à un, toi t'es bon, toi t'es pas bon. Ils essayaient d'en prendre un maximum de bons. Et donc quand lui est arrivé bien tout nu devant le médecin militaire s'est aperçu qu'il avait une plaie à la jambe et que la gangrène commençait à s'y être mise. Alors il a fait ni une ni deux, il a dit aux jeunes qui étaient là, vous me le mettez sur cette table et je l'opère immédiatement. Il a pris sa scie, les autres le tenaient bien fortement et hop, il a scié au-dessus de la plaie. Donc il s'est retrouvé comme ça, vous voyez. Alors pour pouvoir se déplacer et tout, ben, il s'est taillé un pilon, c'est ça, dans un tronc d'arbre. Il a mis son genou comme ça et il se déplaçait de cette manière. Il a mis une pièce de cuir, vous voyez que j'ai reproduite, de manière à ne pas se blesser le genou. Et donc il a passé le restant de ses jours de cette manière, refaisant de temps en temps son pilon quand il était trop usé. Et là vous voyez, de manière à ce qu'il ne s'use pas trop, il avait mis une pièce de fer en bas, de manière à ne pas user trop vite ce qui lui servait de jambe. Voilà. Donc quand nous l'avons vu, vous voyez une photo qui a été reprise là. Bon, j'ai fait un montage, et le village qui est derrière, c'est le village actuel. Hein, vous le voyez dans cette situation. Donc j'ai essayé de vous le présenter tel que ce qu'il était sur cette photo. Et il a vécu longtemps sur Bécourt. Là, je vous ai mis un texte que vous pourrez lire, qui est quelque chose d'assez marrant. Quand j'ai fait le bouquin de Bécourt, j'ai écrit donc l'histoire de ce monsieur qui est bien plus longue que ce que j'ai mis là. Et je pars de Millau après avoir écrit ce texte. Je monte ici, on me dit tiens, on a reçu une lettre qui parle de Flouroux. On me donne une lettre à l'instant même où je venais d'écrire son histoire. C'était un ancien facteur qui a dit je suis passé à Bécourt, j'ai trouvé que c'était sympa ce que vous faites. Et je vais vous raconter ma tournée à Bécourt, où j'étais préposé des postes stagiaire. Et donc il nous a raconté cette histoire, qui est l'histoire d'un facteur qui arrive et qui tombe sur Monsieur Flouroux dans Bécourt. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le lire. Bon, c'est un petit peu petit, je l'ai mis un peu loin, mais bon, vous êtes jeune. Donc vous devriez arriver à le lire, c'est très intéressant. Là, j'ai mis quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui est une histoire aussi étonnante et qui concerne aussi ce plateau. C'est que un jour à Millau, c'était avant que les déchetteries existent, un temps que vous ne pouvez pas connaître, vous, mais que les autres ont connu. Les villes déposaient des espèces de grandes remorques dans lesquelles on allait jeter les encombrants. Quand vous avez des fauteuils ou des sommis à jeter, vous le jetiez dans ces bennes. Un jour, je vais jeter quelque chose et je regarde dans la benne et je m'aperçois qu'il y a des registres d'inscription avec une espèce d'arc tendu. Donc je saute dans la benne. Et je ramasse tout ce que je peux, tout ce qui restait dans les gravats, dans les trucs et tout. C'était le fichier local des éclaireurs pendant la guerre. Donc j'ai ramassé tout ça, puis j'avais pas le temps, donc j'ai bien glacé tout ça pour bien le conserver, et puis voilà. Et puis bien plus tard, je me suis intéressé au sujet, et donc j'ai retrouvé des textes sur les noms des gens qui étaient là, j'ai rouvert mon truc, j'étais aux archives, etc., etc. Et j'ai trouvé un texte sur un des jeunes qui était là et qui
pendant la guerre, si vous voulez, Millau est une ville du cuir, de la peau souple, hein, pour faire des gants, pour faire des vêtements souples, etc. Et donc beaucoup de juifs polonais qui s'étaient repliés parce que les Allemands étaient arrivés, etc., étaient venus comme réfugiés à Millau. Et donc, pendant toute la guerre, il y a eu un certain nombre de jeunes juifs polonais qui ont été au groupe éclaireur de Millau. Alors, cette histoire est intéressante parce qu'elle a été écrite par un ancien sous-préfet de Millau qui était à ce moment-là de 43-44 et qui était aussi au groupe Éclair et qui était aussi résistant. Ce qui est assez rare parce que dans la préfectorale, il y a eu très très peu de gens qui ont été dans la résistance. Donc ce préfet, ça s'est passé dans les années 60, a écrit ce texte, vous voyez, qui commence par « Il était le chef de clan Spéléo des éclaireurs de France », qui raconte la vie de ce jeune, qui est donc ensuite, qu'il a envoyé ensuite, le jeune lui a demandé je voudrais rentrer dans la résistance. Et donc il l'a envoyé au maquis qui se trouvait là, juste au-dessus, qui était entre Sévérac et ici, qui était dirigé par le docteur Testor, qui a été ensuite maire de Sévérac-le-Château et qui nous a bien aidés quand nous nous sommes installés ici. Donc vous voyez, tout un lien avec Bécourt. Et donc ce jeune a été dans la résistance, et puis ensuite, quand les troupes nazies ont reflué, ça a duré assez longtemps, la libération et tout ça, parce que les nazis ont résisté très longtemps. Et donc, quand ils sont arrivés en Alsace, quand ils sont arrivés à Colmar, il était dans les troupes qui arrivaient à Colmar et qui repoussaient les nazis. Et il est mort d'une balle en plein front. Voilà, c'est une histoire qui n'était pas très connue, que j'ai connue tard, puisque quand Yvon a fait le bouquin sur cette époque-là, je ne connaissais pas encore cette histoire. Et c'est sur le site. Voilà, c'est sur le site de l'association Histoire du scoutisme laïque, dont vous avez le président face à vous. Voilà. Donc c'est une histoire qui s'inscrit aussi dans l'histoire de Bécourt et dans l'histoire des éclaireurs. Une question, Philippe. Oui. Par rapport au père Flourou, est-ce que du coup il est revenu à Bécourt parce que quand vous avez acheté Bécourt, il était à l'hôpital? Oui. Est-ce qu'il est revenu parce qu'il a visité... Alors on va continuer sur l'anecdote, c'est-à-dire Monsieur Flourou était là-haut à la maison de retraite et Monsieur Flourou se levait très tôt, c'est-à-dire au lever du soleil. Et alors vous voyez que ça sur le carrelage, ça fait quand même un certain bruit. Donc il se levait très tôt le matin pour aller se balader. À cette époque-là, on n'avait pas encore enfermé les vieux derrière des grilles pour pas qu'ils sortent. Et donc il s'échappait et il se baladait sur tout le plateau là. Ce que nous avons connu nous aussi au début de Bécourt, c'est que vous descendez par une route bien goudronnée, bien propre et tout ça. Bon, c'était un terrible chemin qui nous menait depuis en haut, depuis Bel Air, là, depuis l'ancienne nationale, qui était avec des ornières magistrales. J'ai laissé quelques voitures. Et donc, lui, Flourou, ce qu'il faisait, il se baladait, il avait planqué une brouette, une pioche et une pelle, et il bouchait les nids de poules, il entretenait les chemins, il se baladait, il se promenait partout. Parce que n'imaginez pas qu'il ne circulait pas à cause de sa patte. Hein. On avait du mal à le suivre. Hein. Il était très actif. Et évidemment, quand on est arrivé, il est venu voir tout ça, il nous a trouvés sympathiques. Et donc, pendant tout le rassemblement de 1981, il y avait des tentes bleues, là, vous savez, des rouchis. Bon, les jeunes connaissent moins que d'autres, mais ces espèces de tentes bleues qu'on avait avant, qui étaient là, il y en avait 3. Et le matin, on le trouvait souvent endormi, quand on se réveillait sous des tas de tentes qui étaient restés au fond de la rouchie. Et puis également, donc, il trouvait que bon, il y avait des tables comme ça pour manger, ben, il s'installait, il mangeait avec nous et tout. Et ben, la maison de retraite ne le voyait pas souvent et donc s'inquiétait quand même un petit peu.
Voilà. Et puis après, bon, la fin de l'histoire n'est pas rose non plus. C'est que là-haut, ça les agaçait un peu. Ils ont changé un peu de statut et ils en ont profité pour le mettre ailleurs, à un endroit qu'ils ne connaissaient pas, pour qu'il soit un peu plus contrôlable. Voilà. Alors, dans le bouquin de Bécourt, pour ceux que ça intéresse, qui est vendu pour un prix modeste et beau, il y a une histoire bien plus longue sur Monsieur Flourou, où vous verrez qu'il y a des anecdotes vraiment croustillantes sur le personnage. Alors, pour ceux qui sont fauchés, et je sais qu'il y en a, le livre de Bécourt est sur la plateforme Calameo. Calameo, comment ça se prononce. Vous allez dessus et vous tapez épopée modeste du hameau de Bécourt et vous retrouvez le bouquin. Donc vous pouvez le lire en ligne. Ça, c'est pour les fauchés. Mais pour ceux qui ont du fric, vous pouvez l'acheter pour 29 € à l'entrée et vous verrez qu'il y a vraiment de quoi lire parce qu'il n'y a pas que des images. Et les anciens, vous pouvez aussi l'acheter parce que tout simplement, non seulement vous allez peut-être vous retrouver en photo, c'est peut-être pas sûr, mais il y a beaucoup de textes et il y a beaucoup de textes qui peuvent se lire assez facilement. Donc vous le mettez aux chiottes et chaque fois que vous êtes dans une opération détendue et tout, vous pouvez lire quelques pages de tout petits chapitres. Donc c'est des textes qui ne sont pas très longs et donc qui sont faciles à lire. Donc là après on va passer, vous voyez donc ces maisons maintenant dans cet état assez magnifique. Il faut que vous imaginiez qu'il y a eu des travaux colossaux. Et au départ de l'opération Bécourt, le préfet, quand l'association lui a dit l'a rencontré pour dire qu'ils allaient faire un grand rassemblement, etc. en Aveyron, le préfet a décidé de demander à l'architecte des bâtiments de France, qui était un ancien scout, de bien vouloir faire une expertise du hameau pour pouvoir dire s'il était possible de faire des chantiers de jeunes dans ces bâtiments. Donc notre architecte des bâtiments de France, qui s'appelait Cos, est venu et il a fait un rapport absolument horrible où il a tracé sur les plans qu'il avait les maisons, il a fait des marques rouges partout, et grosso modo, il ne restait pratiquement plus rien parce qu'il fallait tout détruire. Bon, heureusement, nous n'avons pas, là non plus, respecté ces demandes, et c'est pour ça que vous vous retrouvez devant des maisons qui existent encore. Alors là, il y a quelque chose d'étonnant. Je ne raconterai pas toute l'histoire des maisons. Après, vous pouvez passer, vous pouvez regarder, ou toujours pareil, vous pouvez acheter le livre. Cette maison, vous voyez, elle a été construite, alors quoi, maintenant, je n'ai pas le chiffre en tête, mais autour, il y a grosso modo 200 ans. Et elle a été construite sur une ancienne maison qui est au fond. Et parce que, au cours du temps, les gens, il faut voir que c'était du boulot de faire une maison. Et nous, maintenant, on détruit, on refait, mais pendant des siècles et des siècles, les gens ne procédaient pas de cette manière. Ils réutilisaient toujours quelque chose. S'il restait un bout de mur, eh bien, on en profitait pour reconstruire la nouvelle maison sur le petit bout de mur qui restait. Donc, tout au fond, ils ont utilisé quelque chose qui était une bergerie. Donc, si vous allez vous balader là, on ne passera pas là dans les maisons parce qu'on est trop nombreux, raison Covid, etc. Mais peut-être qu'en petit groupe, vous pouvez aller faire un tour et regarder les maisons pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc là-dessus, par contre, de ce côté, quand ils ont reconstruit, ils ont reconstruit à ras de terre, ils n'ont pas fait de fondation. Ce qui fait que la maison s'est avancée comme ça. Vous le voyez là-haut, regardez les linteaux des fenêtres. Tout à l'heure, vous pouvez le regarder du fond du terrain, ça, vous le verrez encore mieux. Vous voyez que par exemple, le linteau de cette fenêtre qui est fendu là, de la fenêtre au-dessus, là, où il y a les barreaux, là, vous voyez. Hein, vous voyez dans quel état est le linteau, parce que la maison, elle s'est mise à faire comme ça. Donc, elle s'est appuyée sur celle-là. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'étaient pas plus bêtes que nous. Ils ont dit, on va faire des contreforts. Là, il y avait une porte là derrière, et bien on va murer la porte, et on va faire un contrefort.
on va murer la fenêtre, ils ont muré la fenêtre, et hop, ils ont monté un contrefort jusqu'en haut. Par contre, la maison, elle a continué à travailler. Donc, ils avaient rajouté aussi des tirants. Ça, c'est un tirant, c'est-à-dire, vous mettez une barre en fer qui traverse toute la maison, et vous plantez cette espèce de Y que vous voyez, et ça permet de maintenir les murs pour pas qu'ils s'écartent. Et vous voyez qu'il y a des fentes qui ont été rebouchées, là, il y avait toute cette partie qui était proche de l'écroulement. Les maisons ici, c'est des maisons, sur le Causse, il n'y a pas vraiment de grands arbres. Il y a des petits chênes, il y a des petits arbres. Imaginez que ces arbres-là, qui ne sont pas très gros, on les a plantés en 82. Donc c'est des arbres qui ont pratiquement 40 ans. Et vous voyez qu'ils ne sont pas gigantesques. Et donc ils avaient peu de grands arbres. Donc qu'est-ce qu'on utilise quand on n'a pas d'arbres? On utilise, pour faire ces maisons partout dans le monde, eh bien, on utilise ce qu'on a sur la main. Ceux qui ont de la terre, ils font des maisons en terre. Et puis ici, les cailloux, ça ne manquait pas. Donc les maisons étaient construites entièrement en pierre. Mais si on construit des maisons en pierre, ça veut dire qu'il faut faire des voûtes pour pouvoir mettre le toit. Donc les voûtes, si vous voulez, c'est un poids considérable sur les murs. C'est-à-dire, bon, la voûte est comme ça, et puis ça va tirer un petit peu comme ça, mais surtout vers l'extérieur chaque fois. Donc souvent, les maisons du Causse, il y a des contreforts, parce qu'il faut savoir qu'il y a une voûte ici, et il y a aussi une voûte en haut. Donc, la voûte du haut, par exemple ici, elle était dans un tel désordre, elle s'était en grande partie retournée, donc il a fallu l'enlever. Donc ça a rempli grosso modo toute la cour, là, les pierres, qu'il a fallu enlever après. Et il a fallu reconstruire une charpente, et pour consolider la maison, il a fallu faire un arceau de béton, je ne trouve plus mes mots. Il a fallu mettre du béton ici, du béton en haut qui fait comme ça, qui ceinture, c'est de faire une ceinture qui retienne la maison. Mais il fallait aussi arrêter le désordre de la grande maison qui, elle, était en train de partir comme ça. Donc là, Marc a décidé de recreuser sur le mur, sous le mur de la maison, pour aller retrouver le rocher et pour éviter que la maison, donc il a creusé sous cet angle de mur, pour pouvoir aller mettre du béton, de manière à ce que la maison arrête de travailler. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un peu une idée de l'importance des travaux et du côté colossal des travaux qui ont été faits ici. Alors là, je vous raconte ça, je pourrais vous raconter la même chose et les travaux sur chaque maison, parce que il y a eu des travaux colossaux sur à peu près toutes les maisons. Mais là, c'est pour vous donner un exemple. Alors, la part de bénévoles, c'est 90% ou 98%. C'est-à-dire ce qu'on a fait au départ. Donc Marc gérait l'ensemble des chantiers. Je vous garantis qu'il courait pendant la journée. et donc travailler les aînés, je dirais, les éclaireurs éventuellement, il arrivait même que des louveteaux rebâtissent des petits murs, etc., avec des équipes, donc avec leurs responsables. Et au début, on embauchait par exemple quelques maçons, 2, 3 maçons éventuellement l'été, qui accompagnaient ce travail. Mais sur Bécourt, il y a quelques bricoles qui ont été faites par des entreprises, mais qui sont relativement rares. Il y a la station d'épuration, qui a été entièrement faite par une entreprise, mais parce que ce n'était pas de notre ressort. Et la toiture de la maison d'Élodie, qui a été refaite en lauze et qui a été refaite par un couvreur. Et tout le reste a été fait en chantier. Pratiquement tous les travaux, à part quelques détails, ont été faits par des gens de notre association. Alors il se trouve que dans les gens de notre association, il y a aussi quelquefois des électriciens, il y a aussi quelquefois des plombiers, il y a aussi quelquefois enfin je ne sais pas si je l'ai dit, il y a des gens compétents et donc qui ont participé à ça et qui ont encadré des jeunes ou qui ont fait eux-mêmes et tout. Et quand
quand on n'arrivait pas à avoir les techniciens, ben, il nous arrivait d'en embaucher. Mais ils étaient obligés de travailler avec... on leur demandait d'être à la fois un peu pédagogue et un peu... et de bons techniciens. Voilà, on va s'avancer un petit peu. Vous verrez qu'il y a d'autres panneaux, donc vous pouvez faire le comparatif chaque fois. Là, il y a quelque chose qui me fait marrer. Je vois passer Stéphane Chouet là. Et il y a 30 ans au même endroit, non, il y a 10 ans au même endroit pour les 30 ans de Bécourt. Au même endroit, on retrouvait ici Stéphane Chouet qui m'écoutait parler, j'étais là. J'ai des photos. Ouais. Donc là aussi, il y a eu des travaux considérables. Je ne rentre pas dans les détails, si ce n'est pour vous dire que là, il y avait des arbres qui poussaient. Que là, tout ça était pratiquement détruit et là aussi, il y avait des grands arbres. Donc au début de Bécourt, on s'est posé des questions par rapport à la reconstruction. Comment on fait? Alors il y avait deux possibilités. Soit on utilisait les ruines pour faire un truc moderne avec des structures, des verrières, des trucs de ce genre. Soit on reconstruisait le plus possible à l'identique. Ça a été décidé démocratiquement de le reconstruire le plus possible à l'identique. Et bon, aujourd'hui, on est bien content d'avoir fait ce choix. Il y avait d'autres choix qui étaient, qu'est-ce qu'on fait des maisons? Est-ce qu'on fait un peu d'hébergement, un peu de restauration et tout ça, par exemple dans cet ensemble, et dans celui-là, on fait la même chose? Non, il a été décidé que, par exemple, ça serait de l'hébergement, et que ça serait de la restauration, donc une grande cuisine, et bon, une salle de restaurant en quelque sorte. Mais bon, on est chez les Éclés, et on se dit qu'on a besoin de beaucoup de salles polyvalentes. Donc il fallait que dans le restaurant, on puisse enlever les tables, etc. etc. Ce n'est pas un restaurant comme on aurait fait ailleurs, quoi. Il faut que tout soit mobile et qu'on puisse tout déplacer et qu'on puisse utiliser comme on a envie. Alors là, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez une salle, une petite maison, c'est assez paradoxal, avec une cheminée immense. Qui ne connaît pas? Bon, donc je ne m'étale pas. Donc c'était une toute petite maison qui était fermée ici par un grand mur. Et il y avait une cheminée qui était vraiment importante, qui rappelle un petit peu la cheminée qu'il y a dans le château de Sévérac. Et donc vous connaissez le manteau et tout, puisque semble-t-il tout le monde l'a vu. Donc voilà, tu pouvais, ouais. Donc là, cet ensemble, vous l'avez là. Donc il faut que vous imaginiez, là de ce côté sur cette photo, on a l'impression que la toiture est presque intacte là au-dessus. En réalité, tout était bancal et les loses avaient tendance à passer à travers la charpente et la pluie circulait jusqu'en bas. Voilà. Donc vous voyez que là il n'y avait pas de porte. Hein. Il y a une porte qui a été mise et qui a été ouverte là. Toujours pareil parce qu'ils avaient tout. Bon, il n'y avait pas de porte là puisqu'elle était de l'autre côté, mais ils avaient tout muré là à cause des. Donc en réalité, pour rentrer là, il fallait passer par l'autre maison. Ils avaient juste laissé une petite porte qui est entre les deux. Donc la porte qui est sur le côté là, que certains d'entre vous connaissent, était elle aussi murée. Voilà. Donc à ce niveau-là, est-ce que vous avez quelques questions? Alors si, je vais quand même rajouter une chose. Parce que personne n'a posé la question encore, mais pourquoi vous avez posé des tuiles mécaniques Redland? Donc au début, toujours pareil. Voilà. Non, mais je vais être relativement bref. Certains anciens se rappellent des débats. Bon, actuellement, nous avons beaucoup de débats sur la nourriture. Vegan, pas vegan, gluten, pas gluten, viande, pas viande, etc., etc. Nous avons beaucoup de débats sur le genre. Hein? Voilà, il y a des gens qui font des transitions de genre, qui passent, etc. Il faut accepter tout le monde, patati patata. Et bien à ce moment-là, nous, nos débats, c'était Lose ou tuile Redland. Et je vous prie de croire que c'était largement aussi violent. C'était
C'était des débats où les gens s'empoignaient vraiment et c'était très très difficile. Donc un jour, nous avons décidé de passer un compromis. Parce que tout le monde était d'accord pour mettre des loses, sauf l'administration de l'association. Parce que nous ne tenions pas à ruiner les éclaireuses et éclaireurs de France. Donc le compromis qui a été signé par tous les membres du comité de gestion, qui à cette époque-là était une quarantaine, a été: nous ne mettons pas des loses, nous acceptons de mettre des tuiles Redland, mais nous prévoyons que le jour où l'association sera riche, nous pourrons mettre des loses. Et donc, à la suite de cette réunion et de la signature par tous les membres, sans exception du compromis, il a été décidé de faire des charpentes qui devaient pouvoir supporter des loses sans aucun problème. Ce qui fait que c'est pour ça que vous ne comprenez pas quand vous rentrez dans ce dortoir pourquoi une charpente énorme en lamellé-collé qui a coûté la peau du cul remplit cette maison. Mais c'était le sujet, c'est un compromis qui a permis. Voilà. Mais par un curieux hasard, notre association n'a jamais eu l'argent pour reprendre ces toitures et pour mettre des loses. Alors on espère que les nouvelles générations vont tout faire pour que nous puissions changer cet état de fait. Bon, on va s'avancer dans ce qui était un peu une rue du village, une calade, c'est-à-dire une rue pour passer, disons, il faut que vous imaginiez que partout là il y avait des animaux. Pourquoi nous avions cette cour-là? Bon, cette cour, elle n'était pas dallée. Elle était très en pâte et tout. Pourquoi? Parce que ça servait à rassembler les troupeaux. Donc vous imaginez des brebis. Les brebis, quand elles ont un besoin urgent, elles ne font pas comme nous, elles ne se précipitent pas vers les toilettes, mais elles le font directement sur place. Ce qui fait que vous imaginez que les troupeaux passant là, ça aurait pu être de la boue assez désagréable. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On faisait ça. C'est-à-dire c'est des pierres qui sont calées droites, de manière à ce que ça ne bouge pas, qui sont appuyées les unes contre les autres. Et voilà. Donc quand on est arrivé, les éclés, on ne savait pas qu'il y avait cette calade parce qu'il y avait 20 cm de terre dessus. Et c'est un peu plus haut, quelqu'un qui a voulu faire une tranchée, parce que les éclés ont l'habitude de faire des tranchées, parce que quand il pleut le long des tentes, il faut faire des tranchées. Donc ils ont décidé de faire la même chose en haut, parce que quand il pleuvait, l'eau descendait. Et donc ils ont commencé à faire une tranchée. Et en grattant, ils se sont aperçus qu'il y avait des pierres dessous, ils ont élargi et tout. Et puis on s'est dit, bon, il faut décaper. Et donc il y a des jeunes camps chantiers qui ont décapé l'ensemble de trucs et on s'est aperçu que ça descendait jusque là. Voilà, on va continuer notre balade un peu plus haut. Vous avez ce panneau qui montre cette maison qui s'appelle la maison d'Élodie. Alors pourquoi la maison d'Élodie? Donc au début, à l'arrivée à Bécourt, les premiers temps, il a fallu rapidement trouver un système parce que le hameau était grand, donc il a fallu trouver une idée pour nommer les maisons, pour pouvoir travailler sur les plans et tout ça. Donc il a été décidé que dans l'ordre des aiguilles d'une montre, on nommerait les maisons A, B Batistou qui est derrière B, qui est une ruine qui est derrière Cardabel, etc., etc. D, E, F, I, non, ouais, je sais plus là. F, G, H, I, J, K et L, M. Bon, quelques temps après, certains ont dit, mais c'est pas tellement adapté au hameau de Bécourt, il faudrait trouver quelque chose de plus sympathique. Donc en haut, c'est devenu Hamad. La ruine qui est devenue Batistou. D'Élodie, DE, d'Élodie. Là, c'est devenu uniquement hôtel. IJK, c'est devenu resto, donc c'est un peu bizarre. Et puis, la LM est devenue la mairie. Voilà.
mais d'accord, mais pourquoi Élodie parce que, disons, on a essayé de retrouver des prénoms qui avaient pu être usités autrefois dans les archives et tout ça. Donc on a Baptistou, il y avait quelqu'un qui s'était appelé Baptiste sur Bécourt. Cardabelle, c'est un chardon du Causse. C'est un chardon qui a ras de terre et qui ressemble un petit peu à un soleil. D'Élodie, bon, parce que le prénom était Élodie et puis il fallait placer quelque part le D. Et c'est un Voilà. raccourci parce que je pense que ça faisait bien 2 heures de réunion du CGAP. Voilà. Donc plus croire que Parce que ça aussi, ça a été des débats. Ben, il faut dire qu'il y avait des débats pour tout. La couleur des volets était un débat. Ouais. La couleur des volets était un débat, exact. Donc au début de Bécourt, cette maison était finalement une de celles qui était le moins abîmée. Donc on a attendu pour l'attaquer. On a tellement attendu que 40 ans après, on attend encore. Par contre, c'est le Covid qui nous a bloqués parce que là, on a repris des travaux à l'intérieur. Et puis, on a été arrêté par le Covid. Et donc, ça fait 2 ans, la deuxième année où c'est en attente. Hein. Donc là, on ne peut plus avancer en attendant que ça se calme. Voilà. Donc, vous voyez comment elle était à cette époque-là. Là, vous avez ce qu'on appelle un bailet ou un balai en occitan. C'est un petit toit. Vous voyez comment il était. En réalité, il était couvert. Pour ceux qui sont de Midi-Pyrénées et tout ça, bailet, le nom de famille vient de là. Bailet, le propriétaire de la Dépêche du Midi. Ça vient de ce genre de balcon. Son nom vient de ce genre de balcon. Donc là, ouais, vas-y. projet de le remettre ou... Oui, on verra. Donc là, il a fallu mettre, vous aviez vu, je vous avais montré tout à l'heure le Y des tirants. Là, nous avons placé ces tirants et tout pour maintenir cette maison aussi, avant de pouvoir reposer ces loses qui ne sont pas des loses calcaires, qui sont des loses de gneiss, mais qui ressemblent, que vous retrouvez, c'est la même pierre que ce que vous avez ici, là, sur l'ancien four, et qui rappelle quand même une fois que ces espèces de particules de mica là, qui sont dessus brillent moins. Quand elles ont vieilli, elles ressemblent beaucoup aux loses calcaires. Pourquoi on a mis ces loses-là? Parce qu'actuellement, autrefois, quand on construisait un toit, qu'est-ce qu'on faisait? Les losiers, les gens qui extrayaient le calcaire de la pierre savaient où trouver les bonnes pierres. Et ensuite, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils les étendaient verticalement en extérieur. Ils les laissaient 3 ans comme ça. Et comme ça, après, ils revenaient avec un marteau, ils faisaient sonner et ils savaient si les micro-fissures, s'il y avait des micro-fissures, si elles étaient écartées. Donc ça, ils le balançaient et ils n'utilisaient que celles qui étaient en bon état pour faire les toits. Or, actuellement, on utilise souvent de l'explosif dans les carrières, ce qui fait que ça fait des micro-fissures partout. On a eu 3 ans, vous imaginez, l'argent immobilisé, c'est pas la mode. Ouais. Donc, les loses calcaires, c'est assez difficile parce que 10 ans après, vous risquez d'avoir de nouveau des fuites sur votre toit. Donc, ça a été fait comme ça. Voilà, mais ça donne une idée de ce que pouvait être la maison. Et là, on a un chantier un peu tout l'intérieur. Là aussi, vous pouvez passer par l'extérieur et aller visiter. C'est une maison qui a été bâtie en 2 parties, vous pouvez le voir. Une partie plus ancienne qui est ici, et puis certainement la famille s'est agrandie, et donc ils ont rebâti l'autre partie. Donc là, vous voyez cette espèce de cour, donc, qui était fermée. À l'époque, le mur arrivait jusque là. Donc, et avec une barrière à clé qui permettait de la fermer, pour pouvoir sortir et rentrer les animaux. Donc là-dedans, il faut voir que c'était une agriculture vivrière, donc on avait quelques animaux. On avait besoin d'avoir de la viande, on avait besoin d'avoir du gras surtout, parce qu'on n'avait pas d'huile. On aurait pu avoir de l'huile de noix. Il se peut qu'à Verrières, il y ait eu un moulin sur le ruisseau, et donc on pouvait utiliser de l'huile de noix. Mais généralement, on utilisait plutôt la graisse du porc.
Donc grosso modo dans les familles, quand on tue un porc, c'était pour toute l'année. Donc il fallait le conserver, il fallait... Donc le porc, lui, il vivait là-bas dessous. Au-dessus, on utilisait tout l'espace. Au-dessus, il y avait des poules. Et là, il y avait certainement une vache qui était certainement une vache de trait. Une vache de trait, pourquoi on utilisait une vache? C'est qu'une vache, ça permet à la fois de travailler, c'est-à-dire on peut la faire tirer une charrue ou tout ça, mais l'avantage c'est qu'on peut aussi lui faire produire un veau, ou alors aussi on peut avoir du lait. Donc il y avait les 3 utilisations qui étaient possibles. Donc on pense que c'était plutôt une vache. Alors comment on sait que c'était une vache? C'est parce que d'une part, les mangeoires étaient nettement plus hautes que les endroits où il y avait des brebis, et que par-dessus le marché, on peut penser qu'elle se grattait le long de ces pierres, vous voyez, et que à force de gratter, vous voyez que les pierres qui sont du grès, c'est-à-dire une pierre qu'on ne trouve pas directement à Bécourt, mais qu'on trouve au niveau du Lumançonnesque en bas, qui est le ruisseau qui est tout à fait en bas, ou alors de l'autre côté, vers Molière et tout ça, un endroit où les terrains changent. Donc le calcaire, si vous voulez, au Jurassique, ici on était sur une mer chaude, qui était un peu lagunaire, quoi. C'était pas une mer très profonde. Et puis, vous connaissez les événements qui se sont passés, c'est qu'un jour, il y a les Pyrénées et les Alpes qui se sont élevés, et tout ce qui était au milieu, forcément, a été remonté. Donc à ce moment-là, cette mer qui était déposée, ça a donné les Grands Causses. Donc le Larzac, qui est au sud, le Causse Noir qui suit, ensuite le Causse Méjean, et ensuite le Causse de Sauveterre. Donc ces plateaux sont entre 700 et 800 mètres. Ce qui veut dire qu'ils sont nettement plus hauts que tout ce qu'on appelle en France Causses, c'est-à-dire vous avez Causse du Quercy, etc., mais qui sont des causses bien plus bas. Et c'est pour ça qu'on les appelait les Grands Causses. Et grands aussi parce qu'ils sont majestueux, il y a des gorges, il y a des choses qui sont remarquables. Alors sur un causse, il faut imaginer un gruyère, c'est-à-dire dessous il y a des circulations d'eau. Le calcaire, c'est une roche poreuse. Donc si par exemple il y a une pluie un tout petit peu acide, eh bien, elle va avoir tendance à dissoudre le calcaire. Donc ça va imprégner à l'intérieur et vous pouvez vous dire là sous vos pieds, il y a certainement des circulations d'eau à des niveaux qui peuvent être 10 mètres en dessous, 20 mètres en dessous, 50 mètres en dessous, 100 mètres en dessous, qui circulent et qui petit à petit vont aller rejoindre les rivières. Mais ce qui veut dire aussi que si par exemple vous jetez 20 litres ici d'huile de vidange, vous pouvez vous dire que dans un temps relativement proche, vous le retrouverez dans votre rivière. Donc, sur ces plateaux calcaires, fatalement, il n'y a pas d'eau à la surface puisqu'elle pénètre. Donc il n'y a pas de rivière. Il y a très peu de sources qui ne sont pas vraiment des sources qu'on appelle des résurgences, c'est-à-dire c'est de l'eau qui est descendue et à un moment donné, parce qu'elle a rencontré par exemple soit des argiles, soit du calcaire plus dur, elle va circuler et elle va ressortir quelque part. Donc ça s'appelle une résurgence. Donc ici, dans un hameau comme ça, quand on est à la surface des grands causses et tout, il n'y a pas moyen, par exemple l'été, d'avoir de l'eau facilement. Alors ce qu'il fallait, c'est faire des citernes. Alors il y a 2 systèmes de citernes. Vous avez des citernes qui sont soit creusées dans le roc, et même si c'est poreux, eh bien, ma foi, on peut faire couler suffisamment d'eau pour la maintenir à l'intérieur, soit alors on les maçonne. C'est-à-dire qu'on construit une espèce de cave en quelque sorte, où on fait un trou qui va être mis dans la souillarde, qui va permettre de tirer les seaux. Et on fait une porte, on fait complètement la citerne, et ensuite on referme cette porte. Là pareil, on met de la chaux sur le côté, et on recueille l'eau de pluie. C'est-à-dire qu'on fait par exemple des troncs de pin, on taille en biseau, de manière à faire une chenot
qui va être amenée jusqu'à la citerne. Et on utilise cette eau. Alors évidemment, la consommation de l'eau à l'époque par rapport à la nôtre actuellement, ça n'a rien à voir. La circulation de l'eau aussi, on doit réutiliser en permanence la flotte. Si je lave ma salade, eh ça va servir pour faire la soupe des animaux, ça va servir éventuellement pour la soupe des gens aussi, etc. etc. Et puis, on lavait grosso modo les vêtements une fois par an, quoi. Il a fait les draps et tout ça. Au printemps, généralement, on faisait une grosse lessive. Sachant que la lessive, bon, on la faisait avec de la cendre, puisque c'est de la soude. Vos savons sont composés en partie de soude et de gras. Donc, qui sont chauffés et qui donnent après, par un phénomène qui s'appelle la saponisation, qui donne du savon. Donc la base du savon, c'est ça. Donc là, les gens de la cendre, ils en avaient puisqu'ils cuisaient du bois et tout. Donc ça leur apportait la soude qui leur servait à faire la lessive. Cette cendre servait aussi à d'autres choses. C'est-à-dire pour conserver, je vous ai parlé tout à l'heure du cochon, si on voulait garder la charcuterie, ici on est dans une région qui est relativement sèche. Donc on faisait sécher la viande. Contrairement à d'autres régions, si vous allez en Bretagne, il la mettait effectivement dans les cheminées, mais ensuite il la faisait cuire parce qu'elle était un peu malsaine, parce que le climat était humide. Donc quand on tuait un cochon, c'était forcément l'hiver, c'était forcément une période sèche, une période où il faisait beau, et une période où il faisait froid, de manière à ce que la viande se conserve. Et ensuite, donc on la mettait à sécher, on faisait des saucissons, on faisait la saucisse, on s'occupait des jambons et tout ça, qu'on mettait dans le sel et qu'on faisait sécher. Mais ensuite, au bout d'un moment, il ne faut pas que la viande sèche trop, parce qu'après ça devient du caillou. Donc à ce moment-là, on la mettait dans de la cendre, parce que la cendre qui est très très fine, la séparait de l'air, et donc ça évitait que ça sèche trop et que ça soit immangeable. Donc dans chaque maison, il y avait une espèce d'endroit où on pouvait mettre les jambons et tout ça, qu'on recouvrait de cendre et qu'on pouvait garder comme ça toute l'année. Sur Bécourt, par contre, on est dans une situation un peu particulière. Parce que là, on n'est pas directement sur les grands cosses, on est sur ce qu'on appelle des avant-cosses. Les avant-cosses, c'est pas tout à fait... se sont construits pas tout à fait à la même époque, c'est pas tout à fait les mêmes calcaires. Là, si vous voulez, quand vous êtes en haut, vous êtes sur une avancée du cosse Sauveterre. Donc là, on est un petit peu à cheval. Ici, ça part comme ça va vers Roquefort, le pays du fromage en question. Hein. Donc ça descend vers là, comme ça, et c'est ce qu'on appelle le cosse rouge. Donc qui est nettement plus bas, sauf ici, parce que là on n'est pas tout à fait à 800 mètres, mais presque. Et puis il s'en va tout doucement vers le bas. Et donc sur cette avant-cosse, de l'autre côté, il y a d'autres terres qui sont des terres acides, le calcaire est basique, donc qui sont différentes. Donc sur ces terres-là, il y a des possibilités de circulation d'eau. Donc quand vous repartez de Bécourt, vous regardez sur votre gauche, vous voyez des éoliennes là, et une espèce de mont sur le côté. Et ce mont qui s'appelle le Pic du Pal, il y a une rivière qui est un peu connue, qui prend sa source là, qui s'appelle le Vior. Il est connu parce qu'il y a eu un viaduc du type Eiffel qui a été fait au 19e. Donc ici, il y avait quelques sources ou résurgences. Alors on ne sait pas trop si les eaux viennent justement de ces autres terrains ou viennent ici. Il y avait quelques résurgences en bas, une sur le chemin qui descend à Verrières, et il y en a une qui est tout à fait au fond des terrains de Bécourt. D'ailleurs, la parcelle s'appelle Fonte-Martine. Et donc, il y avait une autre petite résurgence, donc ça permettait de faire boire les bêtes, etc. Et il y en a une qui se trouve, il y a un hameau qui est à 400 mètres, là, de l'autre côté, et à cet endroit-là, il y avait aussi une source qui était une source aux résurgences qui était assez importante, qui est pérenne et qui avait un bon débit. Donc c'est pour ça qu'à l'intérieur de ce hameau, on ne retrouve pas trop de citernes. Voilà, on va peut-être s'avancer pour regarder un peu plus haut.
Donc ici, quand on est arrivé, si vous voulez, tout ça s'était détruit. Il y avait des arbres là qui poussaient là-dedans. Donc, si vous voulez après, bon, si vous voulez visiter, vous avancez un petit peu dans les maisons, vous voyez s'il se passe quelque chose, vous pouvez visiter, mais on ne fait pas visiter des grands groupes à cause du Covid. Là, on retrouve quelque chose d'intéressant, c'est que bon, on a des copains qui ont essayé de faire quelques recherches historiques sur Bécourt, on a essayé de trouver tout ce qui pouvait être écrit sur le hameau et tout ça. Et là, vous avez un contrat, une convention de mariage qui a été faite par un notaire héréditaire royal en 1607. Alors, en haut, vous voyez le texte, ça c'est en 1507, ce petit texte. Là, c'était une autre convention de mariage. Et là, cette convention, c'est une convention, vous voyez, notaire royal en 1607. Et là, en dessous, vous avez une carte de Cassini, dite de Cassini, donc qui date du XVIIe siècle et qui avait été faite sur toute la France et sur laquelle on retrouve Bécourt et on retrouve tous les environs. Donc, à plusieurs époques, bon, il y a des copains donc éclés qui ont essayé de trouver l'historique de Bécourt. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas retrouvée et que peut-être vous auriez pu me demander, c'est le nom, d'où ça vient Bécourt. On a fait des recherches, on a interrogé des gens dont c'est la spécialité de s'intéresser à ce genre de choses et on n'est jamais arrivé à trouver ce que ça voulait dire. Sachant qu'en occitan, le B et le V, en occitan languedocien, le B et le V se prononcent de la même manière, ce qui fait qu'à certaines époques ça s'est écrit Vécourt et à d'autres époques ça s'est écrit Bécourt, tout en se prononçant Bécourt. Sachant aussi qu'en occitan, la deuxième consonne en fin de mot ne se prononce pas. Donc on ne dit pas Bécours, on dit Bécourt. Donc on peut continuer, regarder une maison un peu emblématique de Bécourt qui est celle-là, qu'on appelle la maison Cardabel. Donc cette maison, vous allez regarder cette photo et vous allez voir la différence entre... Vous allez voir tout de suite l'importance des travaux. Voilà dans quel état nous l'avons trouvé quand l'association a acheté le village. Donc cette maison, vous imaginez ce que je vous ai dit précédemment, c'est que vous avez, sur ces maisons-là, vous avez une voûte à ce niveau et vous avez une voûte à ce niveau-là. Donc ça tire énormément sur les murs. Donc vous avez des forces qui tirent le long du mur comme ça et d'autres qui tirent vers l'extérieur. Vu l'appui, la force et des pierres. Et donc cette maison a travaillé parce que le toit en lauzes s'est abîmé et donc elle a eu tendance à s'ouvrir. Et voilà dans quel état elle était. Donc là vous voyez que tout ça, il a fallu l'ouvrir. Si vous regardez bien, vous allez voir que tout ça a été reconstruit. Ça a été reconstruit jusqu'à ce niveau-là et ouvert en V ici. Parce que la voûte qui était au-dessus était pratiquement écroulée. Donc ce qui a été fait, c'est Marc, ceux qui étaient là hier l'ont vu, qui gérait le chantier à ce moment-là, qui a fait un arceau de béton ici. Donc cette partie que vous voyez là-bas, elle a une charpente parce que la voûte était en tel état qu'il a fallu l'achever. Et par contre, on a souhaité garder tout ce qui était sauvable. Et donc toute cette partie-là a gardé la voûte originelle. Donc là, cette maison est emblématique parce que c'est un peu la maison de l'équipe, quoi. Alors l'été, l'équipe qui fait tourner Bécourt utilise cette maison, c'est un peu leur habitation et tout ça. Et puis tous les gens qui viennent au cours de l'année, qui font fonctionner Bécourt, se retrouvent en général dans cette salle quand ils ne sont pas trop nombreux. Alors vous voyez sur le côté, c'est une serre qui a été mise en place par l'équipe d'animation scientifique, en fait je ne trouve pas le mot exact, Bernard me reprendra, qui ont été mis en place pour le rassemblement de 81 et qui ont perduré quelque temps. Donc ça, elle était destinée à mettre la maison hors gel pendant l'hiver. C'est-à-dire il y avait un ventilateur
qui rentre dans la maison et qui se met en marche que quand la serre a une température plus haute que la maison. Là, vous voyez ce bout de mur qui est celui-là. Et là, vous voyez la grange. Donc ça, cette première grange, là, bon là c'est pareil, l'eau passait à travers les tuiles là. Donc quand on est arrivé, la première charpente qui a été faite à un petit camp qui s'est déroulé en juillet 80, ça a été de tester nos possibilités, notre manière de faire et d'essayer de trouver les techniciens adéquats pour faire fonctionner le chantier les autres années. Donc la charpente de cette maison a été entièrement faite pendant le mois de juillet. Là, ce que je vous disais au sujet de la citerne, il y a quelque chose de très marrant. Je ne vais pas vous faire rentrer, toujours pareil pour les raisons de Covid, mais quand ils ont fait ce mur, qu'ils ont bâti ça, ils ont, venez voir ici, je vais vous montrer, avancez-vous. Là, vous voyez quelque chose qui peut paraître être un pigeonnier, un moulin de pigeonnier. Vous voyez là-bas à l'angle? Vous voyez qu'il y a un trou et qu'il y a une pierre qui vient en avant. Alors là, il y a même apparemment un nid qui a été fait là, on dirait. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça. Je vous ai parlé des chenaux. Donc la chenot arrivait dans ce trou et quand ils ont fait le mur, ils ont maçonné une conduite à mesure qu'ils faisaient le mur. À la chaux, ils la lissaient et ils construisaient en même temps de manière à amener l'eau à l'intérieur dans la citerne. Donc c'était prévu dès le départ. Et à l'intérieur, vous avez une pierre qui avance aussi de la même manière pour projeter l'eau à l'intérieur de la citerne. Bon là, si vous regardez un peu, vous verrez que la taille de la citerne n'est vraiment pas énorme. Pour les raisons que je vous disais. Au-dessus, ça c'est ce qu'on appelait la souillarde. C'est-à-dire là, vous voyez la sortie de l'évier. Hein, là, et la petite fenêtre au-dessus, ben, c'était pour y voir. Donc qu'est-ce qu'on prenait? On prenait de l'eau avec un seau et une corde, on montait l'eau. Quand on avait monté l'eau, on la mettait dans un broc et on positionnait le broc sur un des côtés et parcimonieusement on utilisait un tout petit peu d'eau, soit pour se laver les mains, soit pour faire ce qu'on avait à faire. Et donc là l'évier généralement était très très bas, était à peu près à cette hauteur. Et donc avec ces deux côtés là où on pouvait balancer sa flotte. Et donc c'était l'endroit un petit peu, c'était un appentis de la cuisine quoi. Ça servait, c'était la partie où il y avait la flotte dans la cuisine. Voilà. Alors ce qu'il y a d'intéressant c'est ça, c'est de se dire qu'il y a une conduite qui a été conçue à l'intérieur du mur pour apporter l'eau. Donc là c'était le chemin communal. Quand on est arrivé ici, il restait un pan de mur de la maison où est né Florou. Le monsieur que vous avez vu en bas, qui est venu nous rejoindre pour les 40 ans. Donc il est né dans une maison qui était là et qui n'y est plus actuellement. Là, en dessous, là où vous avez quelques voitures et le camion de Bécourt, c'était une aire de battage. Donc une aire de battage, si vous voulez, là c'était fermé et c'est un endroit plat, si possible propre. Donc on balayait avant et on déposait les gerbes une fois dépiquées, une fois qu'on les avait ramenées avec notre char, donc notre charrette étroite, on le mettait au sol et soit avec des fléaux, c'est-à-dire un fléau c'est vous avez un manche, vous avez une partie en cuir qui sert de ressort, et ensuite une espèce de batte. Et donc ça permettait de taper pour que le grain sorte. Alors c'était soit ça, soit avec des animaux, c'est-à-dire soit un mulet, soit une vache selon les endroits, soit des bœufs. On les faisait tourner, on déposait la récolte au sol et à ce moment-là, on faisait tourner les animaux jusqu'à ce que le grain sorte. On ramassait la paille et la paille, là c'était en réalité une grange, donc il y avait une fenêtre, c'est nous qui avons ouvert la porte et donc c'était très facile avec les fourches de balancer la paille à l'intérieur.
Et ensuite, avec des balais et tout, on recueillait tout le grain et on le mettait à l'abri, généralement dans les greniers, sur une barre en bois. Sur une barre à bois dans le grenier, on mettait les sacs et tout, pour pas que les souris, les rats et tout puissent évidemment l'attaquer. Donc on protégeait tout ce qui était nourriture pour pas que les animaux le mangent évidemment, puisqu'il fallait en garder pour toute l'année. Donc vous avez vu que là vous avez un four à pain à côté qui n'est pas tout à fait d'époque. Et dans le hameau, il y avait 3 fours à pain. Alors, jusqu'à la Révolution, le four à pain, c'était un peu l'apanage du seigneur. C'était lui qui décidait. Après la Révolution, donc c'est devenu une propriété collective du village ou du hameau et tout. Donc tout le monde venait cuire dans le four. Parce que le chauffer, c'était compliqué, il fallait du bois, et le bois, il faut le ramasser, il faut le couper, le faire sécher, etc., etc. Donc moins on en consomme, mieux c'est. Alors d'une part, on n'utilisait pas vraiment du bois, on utilisait généralement des branches, des branchages, on rassemblait les branches, on les mettait à sécher, et ensuite on les utilisait pour le four à bois. On commençait par faire le pain de tout le monde. Quand le four avait un peu refroidi, on pouvait l'utiliser pour des pâtisseries et on pouvait aussi l'utiliser pour des ragoûts. Tout le monde amenait ses ragoûts dans les gamelles. Quand la température était un peu plus froide, on refermait bien et ça permettait que ça chauffe à petit feu pendant, je sais pas, 24 heures ou plus. Donc tout ça a été utilisé comme ça. Mais quand on est arrivé vers une époque plus moderne, certaines personnes qui se prenaient un petit peu, qui s'estimaient un peu au-dessus des autres, ont estimé que ça serait super d'avoir son propre four et de pouvoir montrer aux autres qu'on était monté un petit peu dans la hiérarchie sociale. Donc à ce moment-là, ils ont créé des fours pour leur famille. Donc c'est pour ça qu'il y en avait 3. Alors tant qu'on y est, on peut raconter l'histoire de ce four-là, qui est un projet qui a été bâti. Donc sur Bécourt, on est en activité clé. Donc une activité clé, ça se réfléchit, ça se discute et ça se construit par la suite. Donc l'idée de faire du pain est une chose, mais pour faire du pain, on ne va pas acheter un four pour le faire, mais on va construire le projet. Donc le projet, ça a été faire du pain. Donc dans un premier temps, il a fallu trouver un financement pour le four. L'équipe qui s'en est occupée a trouvé un financement, a acheté le matériel, a construit le four et depuis nous avons du pain. Voilà. Alors pourquoi on n'a pas utilisé les fours, les fours du village? C'est parce que, comme vous pouvez le constater, c'est une boulangerie mobile et donc on peut l'utiliser ailleurs. Donc ça peut partir par exemple dans un autre centre clé qui s'appelle la planche, ou ça peut être utilisé de diverses manières. Donc ça permettait d'avoir des possibilités pédagogiques plus intéressantes. Voilà, pour ce qui concerne ce four. Alors là, si vous voulez, j'ai mis un panneau qui normalement aurait dû être le premier pour présenter l'exposition, mais vous avez vu qu'il y a beaucoup de bazar en bas, donc j'ai pas pu le mettre. Donc vous pouvez le lire à la fin, il y a une explication sur le fonctionnement de Bécourt actuellement et sur la présentation de l'expo. Là sur le côté, vous avez encore 2 panneaux qui vous montrent l'état des lieux de ce bâtiment qu'on appelle maintenant la mairie, et qui était donc une grange, et un peu plus bas de la présentation de cette montée telle qu'elle était il y a quelques 50 ans quoi. Ouais. Alors le hameau a été abandonné, disons, dans les années 30. Enfin, la dernière famille est partie dans les années 30. Après, il y a eu le monsieur que tu as vu en bas dans la cour, qui lui est resté bien plus longtemps, mais il était tout seul. Voilà. Et vous avez un hameau qui est à côté, qui s'appelle l'Arquinel, où il y avait aussi une famille qui était encore, quand Bécourt a été acheté, qui s'appelait... il y avait le père qui était un très très vieux monsieur dans un chariot. Il y avait le fils et la fille, monsieur et madame Julien, et mademoiselle Julien. Et qui ont quitté, après le père et le fils sont morts, et mademoiselle Julien est allée habiter en bas vers Verrières.
Et donc, monsieur et madame Julien ont utilisé Bécourt pour leur exploitation pendant quelques temps. Ils utilisaient la grange là pour stocker ce qui... Et ils utilisaient la cave de la grande maison, la bergerie qui était sous la cave de la grande maison là, ils l'utilisaient pour leurs brebis.